Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de French Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour le premier Tech Actu de la chaîne. Voilà, donc on va voir ensemble un peu toutes les nouveautés et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les premières nouveautés. Donc là, je viens de les prendre hein, à l'instant, donc j'ai pris un peu tout ce qui pouvait, qui pourrait m'intéresser. J'ai pas regardé avant. J'ai pas lu avant les articles, donc on va voir ça ensemble en direct. Donc là, on commence avec Sisonic qui recommande l'utilisation d'un sèche-cheveux pour plier les câbles d'alimentation des RTX 4000. Donc là, franchement, ça devient vraiment du n'importe quoi, je trouve. C'est vraiment incroyable. Donc en gros, il faudrait chauffer les câbles pour pouvoir les tordre, on va dire, plus facilement lors du placement de la carte graphique, en fait, pour éviter sûrement de les tordre à froid. Voilà, sûrement un risque de casse à froid ou enfin voilà, ça devient vraiment compliqué ces câbles en fait. Donc, heu, quoi vous dire, à part, moi personnellement, si je pourrais vous donner un conseil, c'est de ne pas acheter ces cartes graphiques, hein. Alors j'ai rien contre AMD ou Nvidia, hein, j'aime toutes les marques, hein, je les ai toutes eues, possédées, il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais là, avec ces câbles-là, ça va pas être possible en fait, hein. Donc, là, il faut qu'ils fassent quelque chose parce que c'est mettre en danger en plus, la vie des consommateurs. Vous êtes pas à l'abri d'un incendie chez vous, donc voilà, si c'est pour avoir un extincteur à côté du PC, c'est ouais, je trouve ça vraiment, aberrant. Voilà, donc ça, pour moi, ça devrait pas exister. Je pense qu'NVIDIA devrait être poursuivi pour, ce genre de choses, mais malheureusement, c'est des entreprises qui pèsent, tellement que même si on leur met des amendes, bah, ils les payent, en fait, sans problème. Donc en fait, ça recommence à chaque fois. Donc je pense que les amendes ne suffisent pas, en fait, pour ces entreprises-là. Enfin bref, moi, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas acheter les RTX 4000. Alors, s'il y en a, je sais que c'est souvent les 4090 qui ont le plus de soucis. Il y a des fois moins de soucis avec certains modèles. Donc, à ce moment-là, choisir plutôt les modèles où il y a le moins de retours. Mais moi, je ne prendrais pas le risque d'acheter une carte graphique à cause d'un câble qui peut cramer en fait, hein. C'est comme si demain vous voulez acheter une Porsche, mais vous savez que il y a plusieurs modèles de Porsche et vous savez qu'il y a un modèle, bah, il y a un risque que le moteur il explose. Bah, je veux dire, même si, ok, c'est la plus puissante des Porsche, c'est celle que vous voulez, c'est la nouvelle qui vient de sortir, je veux dire, ça sert à rien d'acheter une voiture avec un moteur où il y a des risques d'explosion. Bah, là, c'est pareil, une carte graphique où il y a des risques d'incendie, il faut pas l'acheter en fait. Ça ne sert à rien, c'est prendre un risque euh, inutile en fait. Donc, restez soit sur les modèles 3000 où il y avait pas ce genre de problème. Partez éventuellement sur des modèles 4000 euh, qui ne consomment pas trop. Donc, essayez de ne pas dépasser la RTX 4070 Ti éventuellement. Et encore, c'est à vérifier les retours, hein, parce qu'on n'a pas vraiment les retours exacts hein, sur ces problèmes-là. Mais en tout cas, ça continue, ça ne s'arrête pas. Donc, on verra avec la prochaine série 5000 si ça a été amélioré ou pas. Et si ça n'a pas été amélioré, bah écoutez, moi en tout cas, je continuerai à rester chez AMD en espérant qu'AMD ne nous fasse pas la même, hein, ne sort pas aussi des câbles de ce type avec ce genre de problème. Mais en tout cas, voilà, moi je préfère jouer avec moins d'FPS plutôt que ma maison elle crame, quoi. Donc, ou que moi-même je crame, hein, parce que c'est pas toujours facile d'arrêter un incendie, hein. Il y a des gens sûrement qui laissent leur PC allumé toute la nuit. Euh, donc voilà, je veux dire, il n'y a pas que les. Même si ça prend feu, ça, ça fait, je veux dire, c'est même pas le feu le plus important, c'est la fumée en fait, hein. La plupart du temps, les gens quand ils meurent, c'est à cause de la fumée, c'est même pas à cause du feu. Donc souvent les gens dorment, et voilà. Donc ils meurent asphyxiés. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment en 2023, je trouve que ça a été vraiment la pire des choses. Enfin, voilà. En tout cas, voilà, vous savez ce que j'en pense et on va passer tout de suite à la deuxième actualité. Alors attendez 2 petites secondes que je diminue juste un petit peu ah ouais, non, je peux pas toucher à ça. OK, d'accord, bon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant chez Asus? Donc là, ils nous sortent des écrans en
Full HD 480 Hz, donc en 1080p, ou alors en 4K 240 Hz. Ok, donc là, vous allez pouvoir switcher entre les deux résolutions et les deux fréquences, en gros, qui vous sont proposées. Donc, on est sur un modèle de 32 pouces. Bah, écoutez, quoi vous dire de plus? La technologie évolue, donc c'est bien. Alors, de toute façon, ceux qui vont vouloir jouer en Full HD 480 Hz, c'est clairement pas pour les graphismes, hein. C'est des gens qui vont pouvoir, qui vont, ça va être soit pour la compétition, le sport, ou alors des personnes même lambda, mais qui recherchent vraiment une fluidité astronomique. Donc là, clairement, faudra, ce sera toutes les options, il faudra les mettre sur low, hein, au plus bas possible pour pouvoir atteindre une fréquence de ce type. Donc après, ça va dépendre des jeux. Il y a des jeux où ce sera plus facilement atteignable que d'autres. Et puis bah, après, pour ce qui est du 4K 240 Hz, va falloir s'accrocher aussi, hein. Là, va falloir plus qu'une RTX 4090. Alors après, comme dit, ça dépend des jeux aussi, des options qu'on met. Mais c'est atteignable, mais en tout cas sur un petit pourcentage de jeux. Et puis avec les options optimisées, hein. Après, quoi vous dire d'autre sur cet écran? Jouer en Full HD 480 Hz, alors certes, ce ne sera pas pour la qualité, parce que déjà, il faudra descendre les options au max. En général, ceux qui jouent la compète diminuent toutes les options. Mais à la base, si c'est un panneau 4K, jouer en Full HD, clairement, la qualité, elle sera dégueulasse, hein, sur l'écran, hein, ça va pixeliser à mort, hein. Donc voilà, après, c'est chacun son avis, mais je trouve ça bien quand même. Donc c'est des bonnes évolutions technologiques des écrans, c'est top. Ensuite, on continue donc là avec une petite actualité, là, un PC, donc il dit 100% passif. Ok, bon, ouais, pourquoi pas. Donc, je crois que même l'alimentation est passive, hein. C'est à vérifier s'il n'y a vraiment pas un petit ventilateur devant, mais c'est quand même incroyable. Donc ça, c'est top, franchement, tout en passif. Donc zéro bruit quasiment. Au pire, la carte graphique qui fera un petit peu de call wine ou l'alimentation. Euh, et on pourrait presque être sur du zéro décibel, là. Donc c'est quelque chose qui est quand même incroyable. En plus, on est sur vraiment des composants de petite taille, bon, à part les ventilateurs, les radiateurs, pardon. Mais en soi, ça va, c'est pas non plus excessif en taille. Ouais, c'est sympathique. Franchement, c'est plutôt sympathique. Donc après, pour l'utilité que ça en a, ça sera vraiment pour des gens qui recherchent le silence, mais vraiment à son maximum. Là, c'est vraiment si vous voulez jouer à 4 heures du mat sans faire chier personne, vous prenez ça, vous achetez une manette qui fait pas de bruit et c'est bon, hein. Il n'y a pas de souci, vous n'allez pas réveiller toute la baraque, quoi. Sinon, à part ça, ben, je vois pas trop l'utilité en soi, quoi. À part gagner en place, mais finalement, on gagne pas tellement plus en place que ça, puisque à la place des ventilos, bah, le radiateur il prend la place des ventilos en soi. Donc après, mais bon, voilà. C'est plutôt sympathique. Ensuite, on continue avec la book custom de chez Corsair. Euh, donc je pense que là, on est sur tous les composants Corsair réunis en soi. Donc après, je vois pas de qu'est-ce qu'il y a de spécial sur cette boucle en soi. Surtout que moi, il y a déjà, je vois tout de suite un truc qui me dérange. Donc moi qui ai l'habitude de monter des water cooling, euh, ça me dérange. En gros, le fait que le câble il soit comme ça, aussi proche là, du ventilateur, presque il le touche s'il ne le touche pas d'ailleurs. Donc ça, non, franchement, ça, ils auraient au moins pu étudier que ça fasse un peu plus propre. Et puis après, bah, pour ce qui est du reste, oui, on est sur le Waterblock de chez Corsair qui est censé s'adapter, il me semble, à toutes les cartes graphiques actuelles. D'après certains tests, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace non plus. Et puis tout ce qui est du reste, hein, c'est du classique, hein, que ce soit les tuyaux. Bon, là, on est quand même sur des tuyaux bien gainés, donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas ce qu'on retrouve partout, mais en soi, ça reste un tuyau. La pompe, le réservoir, y a rien qui est exceptionnel en soi, donc à part pour celui qui est vraiment fan de Corsair et puis qui veut monter spécialement une boucle entièrement Corsair, ouais, pourquoi pas. Mais franchement, le prix que ça doit coûter, ça, ça doit revenir exactement au même, voire plus cher que d'autres boucles. Après, là, je vois qu'il y a un waterblock. Alors, peut-être qu'il y a un petit écran dessus. Donc, c'est peut-être une nouveauté de chez Corsair d'avoir fait un waterblock avec un petit écran, un peu pour copier tout ce qui est thermal take, enfin, tout ce qui est Asus et tout. Donc, ils ont sûrement dû sortir leur waterblock CPU
avec un écran, donc ça c'est bien. Après, avoir aussi au niveau du débit de ce Waterblock, s'il y a une évolution par rapport aux autres, mais sinon voilà, ça reste très classique. Ça reste assez sobre en soi, mais c'est pas le Waterblock, je trouve, de la Carafix, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique hein, en soi. Donc certes, il prend pas trop de place, mais bon, on va dire que c'est vraiment pour les Carafiques qui ont un PCB très très petit, quoi. C'est vraiment pour la taille, je pense. Ouais, voilà, rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Ensuite, donc là, on a les 32 pouces 240 Hz OLED vont débarquer en force. Donc là, en gros, ça veut dire préparez-vous à acheter des cartes graphiques puissantes dans l'avenir, parce que là, ça y est, le 4K commence à se démocratiser de plus en plus, surtout sur les écrans gamers. Donc je pense que ça y est, là, ils veulent nous commencer à nous faire passer à la génération d'après. Je pense qu'ils veulent commencer à éliminer tout ce qui est écran 1080p, 1440p. Je pense que la 4K deviendra de plus en plus la résolution de base. Donc à 240 Hz, c'est plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. C'est plutôt pas mal. Maintenant, faudra que l'optimisation des jeux suive. Il faudra aussi que les cartes graphiques suivent. Donc voilà, c'est tout un cheminement. Et le problème, c'est que si les jeux ne s'optimisent pas, bah, il va falloir des cartes graphiques de plus en plus puissantes. Ou alors, il va falloir faire appel à des technologies à chaque fois comme le DLSS, le FSR, etc., etc. Et cetera. Et du coup, bah, on n'est plus du tout sur du natif. Hein. Clairement, on part sur que de l'upscale en gros. Hein. Et la qualité en prend un petit coup, mais en soi, c'est les gens qui vont taper dans du 240 Hz en 4K, clairement, ils recherchent la qualité et la fluidité, mais 4K sans verre, ça fait très bien le boulot en soi. Hein. Bon, voilà, ça évolue, tant mieux, les dalles évoluent. Et puis, je pense que plus il y en aura, et plus les prix vont diminuer aussi, et c'est pas une mauvaise chose. Ensuite, on continue avec alors, le RGB des cartes mères ASRock synchronisable via Windows. Ok, bah écoutez, ça je trouve que c'est bien parce que ça veut dire que ça sera sûrement pris en natif par le système. Si, donc j'ai pas lu l'article, mais je pense que ça doit être ça. En soi, ça éviterait tout le temps de devoir passer par des logiciels externes pour pouvoir à chaque fois mettre son RGB et tout. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, j'ai pas lu l'article, il faudra vraiment lire l'article pour voir ce qu'ils en disent exactement. Et là, alors là, rappel massif des adaptateurs 12VH PWR, cable mode. Voilà. Donc qui rappelle en gros les adaptateurs. Donc il y a toujours un risque d'incendie. Donc ça, c'est vraiment la merde. Hein. Surtout pour cette marque-là. Cette marque-là, si elle rappelle, ses adaptateurs, vraiment, c'est qu'il y a vraiment un gros souci avec ces prises. Hein. Donc voilà, comme je vous disais avant, à éviter, clairement, à ne pas acheter. Pour moi, c'est une grosse merde, ça, faut pas l'acheter. Hein. On vous vend des, on vous vend une technologie qui n'a pas été testée, clairement. Donc voilà, bah, allez, on passe tout de suite à autre chose. Ça sert à rien de s'éterniser sur ça. Alors, Lian Li sort le 011D Evo RGB, disponible à partir de 60 $ officiellement. Donc chez nous, ce sera 200 euros. Il a été un petit peu amélioré par rapport au Dynamic Evo. Ici, on n'a pas de- on n'a pas une barre ici, là, comme sur le Evo. Et puis, il y a eu les LED RGB ici rajoutés sur le long en haut et en bas. Sur le Dynamic, il y en a juste une seule qui est ici. Et puis, ils ont sûrement dû faire deux trois ajustements, donc rien non plus d'exceptionnel. Pour quelqu'un qui a déjà un Dynamic Evo, ça sert à rien de passer sur celui-là. Mais si vous comptez changer de boîtier, ouais, ça peut être intéressant de passer sur ce type de boîtier aquarium. C'est intéressant pour monter des belles configs, pas forcément water cooling, mais en tout cas des belles configs avec des beaux ventilateurs, un beau RGB, et essayer de faire quelque chose de sobre. Maintenant, pour ce qui est de l'efficacité, c'est pas ce qui se fait de mieux, clairement. Moi, j'en ai un, j'ai pu voir qu'en fait, il est clairement pas fait pour insonoriser. Hein. Il n'est pas prévu pour ça. Donc, mais après, au niveau du refroidissement, ça va, ça passe. Vous avez même la possibilité de remplacer cette vitre avant par un mesh et vous gagnez encore en, en flow. Donc voilà, c'est plutôt un bon boîtier, on va dire, mais en tout cas pas pour le silence. Hein. Ensuite, on passe à ça. Donc là, c'est un écran dévoilé par G-Skill.
Un panneau de contrôle, ok. Ok, ok. Donc, sûrement pour afficher un peu tout ce que vous voulez, quoi, les températures de vos composants et peut-être que vous aurez la possibilité d'afficher un peu ce que vous voulez, un peu, voilà, des widgets en gros. Donc, ok. Donc là, vous allez pouvoir mettre l'heure, vos musiques, toutes les informations que vous voulez sur vos composants. Ouais, bon après ça se fait déjà, hein, ça se fait déjà ça, donc y a pas il est tactile l'écran, voilà, il y a peut-être ça qui est nouveau, mais en soi, rien d'exceptionnel, hein, ça se fait déjà. C'est le genre d'écran que vous pouvez retrouver sur AliExpress, il y en a toutes sortes, toutes les tailles, que ce soit en HDMI, en USB-C, en USB, vous allez trouver vraiment, tout ce que vous voulez. Ensuite, on continue avec une annonce de MSI pour son nouveau SSD PCIe 5 Spatium M570 Pro. Ah ouais, ça envoie du lourd là, hein. Donc, ah oui, livré avec un gros dissipateur. Ok, bah de toute façon, oui, ça chauffe, hein. Ça chauffe à mort ce type d'SSD. Donc, clairement, il n'y a pas trop le choix. Et puis pour ce qui est du débit, on est sur une lecture de 12 Go et une écriture de 11 Go. Ouais, c'est énorme, hein. C'est des performances incroyables. Ça, c'est le genre de composant qu'il faudra passer sous eau, hein. Clairement, hein, moi, je sais que le jour où je passe sur ce type d'SSD, sauf si vraiment je veux un système passif complet, je pars sur ça, mais sinon, clairement, je le refroidis sous eau, hein. C'est mieux, hein, parce que sinon, je n'arriverai jamais à atteindre les performances maximales du SSD. Ensuite, on continue alors avec une nouvelle mise à jour du logiciel WH-Info. Voilà, il passe en version 7.68, donc des améliorations un peu par-ci par-là et du support. Voilà. Donc ça c'est cool. Après ça reste un bon logiciel, hein. Franchement c'est un des logiciels que moi j'utilise. Regardez, je peux vous montrer là. Donc ça c'est un logiciel vraiment qui vous donne énormément d'informations sur vos températures, sur vos fréquences. Vous mettez un peu ce que vous voulez. Donc là, moi, j'ai mis ce que je veux, mais vous mettez un peu ce que vous voulez, que ce soit la consommation, le pourcentage d'utilisation de vos composants. Vous pouvez vraiment savoir beaucoup de choses sur ce logiciel. Il ne bouffe pas tellement de ressources. Donc, ouais, c'est OK, c'est cool. Il y a un suivi. Ensuite, on passe sur les nouveaux ventilateurs de Lianli. Donc, ce qu'il y a de nouveau, c'est bah, un écran. Et au niveau des bords, là, ça continue un petit peu mieux. On voit moins la séparation des ventilateurs. Donc ça, c'est une évolution. Ils ont rajouté des écrans pour avoir toutes les informations qu'on souhaite. Le plus important en général, c'est les températures, hein, des composants de toute façon, hein. Donc ça, c'est bien. Je trouve que c'est une belle nouveauté pour des ventilateurs, hein. Après, en soi, il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à la puissance développée des ventilateurs. Donc, le flux d'air, etc., c'est pas non plus un truc de fou. Ça reste correct. Mais en tout cas, ce ne sera pas les ventilateurs à privilégier pour refroidir des radiateurs, en tout cas, de water cooling. Clairement pas. Le flux n'est pas assez. La pression d'air n'est pas assez forte. La pression statique, en tout cas. Et le flux d'air n'est pas assez élevé. Clairement pas. Ça, vous serez obligé de les faire tourner à fond. Et du coup, ça fera du bruit, forcément. Voilà. Donc, au niveau des décibels, je vois pas d'amélioration non plus. Donc ça, c'est des boîtiers. Ça, c'est des ventilateurs en vrai à privilégier euh, juste pour une entrée ou une sortie d'air sur un boîtier. Voilà. Et pour avoir ces petites informations de température et tout, ça évite de rajouter un écran pour l'esthétique en fait. Voilà, voilà. Ensuite, on continue avec Asus. Donc là, on est encore sur un nouvel écran de 380 Hz. Donc en Full HD, ok, écran LCD Full HD. Donc réponse rapide AMS, tout ça, comme d'hab. Ok. HDR 400, ouais, bon, sur un LCD, ne croyez pas trop. De toute façon, 400, c'est que dalle. Ça, croyez, vous acheterez pas l'écran là pour son HDR, hein, clairement. Ouais, bah écoutez, après, rien d'exceptionnel, hein, je trouve. De toute façon, maintenant, c'est la course au Hertz. Donc,
Moi, personnellement, moi, je trouve que 380 Hz, certes, ça apporterait une grande fluidité dans le jeu si le jeu tourne à 380 Hz constamment. Mais je veux dire, à part pour faire de la compétition ou du pro, il n'y a pas vraiment d'utilité, hein. Surtout que vous allez devoir, la plupart du temps, baisser la qualité graphique pour atteindre cette fréquence sur la plupart des jeux, hein. Donc, il n'y a pas d'utilité pour les joueurs lambda, quoi. Ensuite, on continue avec, donc c'est quoi ça? Battle Mage se confirme pour 2024. Ta 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 ta. Ok, donc est-ce que ça serait pas les cartes graphiques de chez Intel, ça? À voir. C'est peut-être les cartes graphiques de chez Intel, gravées en 4 nanomètres. Ok, bah écoutez, s'ils continuent leur route, c'est très bien, ça fera bouger un petit peu AMD et Nvidia, il faut de la concurrence de toute façon, et puis ils s'en sortent plutôt bien. Donc je pense que la prochaine génération sera plutôt bonne. C'est sur la bonne voie. Ensuite, on part sur un IS-30. Donc c'est un venti-raid de 30 mm de haut seulement. Donc c'est bien aussi ça, hein. C'est top, hein, pour les conceptions mini ITX, micro ATX. Voilà, pour des conceptions très réduites. Pour ceux qui veulent faire des PC très fins ou qui prennent vraiment pas beaucoup de place pour pouvoir après les intégrer dans un meuble ou quoi, c'est top qu'ils aient fait ça. Bon, bah allez, on passe tout de suite à autre chose, hein, c'est pas quelque chose d'exceptionnel non plus. Alors, le PCB des cartes graphiques Asus craque aussi. Oh là, ça c'est la merde, hein. En fait, elles sont trop lourdes, du coup elles craquent. D'accord. Donc, bon, sûrement dû aussi au PCB de mauvaise qualité, hein. Ou alors on est tellement sur des technologies fines, de finesse, de gravure, de tout, de machin, de composants de plus en plus petits. Donc, les PCB sont de plus en plus peut-être fins, sont plus fins, je sais pas. En tout cas, c'est sûrement dû au poids de la bête, hein. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de mettre à créer un support, hein, sous votre carte graphique qu'elle puisse tenir et puis pour pas que le poids fasse craquer la carte, hein, tout simplement. Vous faites ça, hein. De toute façon, c'est ce qui se faisait déjà, ça se fait déjà depuis un certain moment. Parce que ça fait longtemps que les cartes graphiques commencent un peu à peser et on voit des fois, elles penchent un petit peu comme ça sur le côté, parce qu'en général, elles sont fixées au niveau de la carte mère et puis on a généralement deux trois vis sur le côté là. Mais ce côté-ci, en général, il a tendance souvent à pencher un petit peu avec le poids. Et ça arrivait déjà avant. Donc là, il parle de la 4090, mais en soi, ça arrivait déjà avant. Vous mettez juste un petit support en dessous. Tant pis, ça fera moche, mais au moins, vous gardez votre carte graphique, quoi. Après, vous essayez de trouver un support qui va avec votre config et qui se voit pas trop, mais au moins, vous supportez tout le poids est réparti et vous n'aurez pas de soucis, quoi. Voilà, hein. Ensuite, un ventilateur nocturne alimenté en 24 volts. Destiné Il s'agit là d'un tout petit ventilateur à destination du milieu de l'impression 3D. OK. Pour refroidir les bus des imprimantes notamment. OK, bah, c'est top, hein. Très, très bien. Ah oui, parce que ça doit chauffer sûrement aussi les imprimantes 3D, les bus apparemment doivent chauffer. Donc qu'est-ce qui chauffe pas de nos jours, hein, de toute façon? Bah, OK, bah, c'est top. Ensuite, on continue avec, Extreme Odyssey 2, un pad thermique avec une forte conductivité, donc ça, c'est bien. De 14,8. Alors, il me semble qu'on avait déjà atteint ce niveau. Peut-être pas 14,8, mais du 13-14, j'en ai déjà vu. Mais c'est une bonne chose. Donc, elle est comparée à la Cryonote de Thermal Grizzly, qui est réputée, qui fait 12,5. Donc, après, là où, certes, elle a une bonne conductivité, mais il faudra voir aussi si elle sèche moins vite que d'autres. Et après, bah, c'est bien parce que du coup, ça permet d'éviter de passer sur du métal liquide, hein. Alors, on n'est pas au niveau de la conductivité du métal liquide, mais on va finir par s'y approcher. Et puis, du coup, ça permet qu'il y ait moins de risques. Voilà, donc il y a juste à voir au niveau du séchage de cette pâte, à voir sa résistance dans le temps. Ensuite, on finit. Ah non, on n'a pas fini. L'avant-dernier. Donc, c'est une carte mère ITX avec un CPU 24 cœurs, la AR900i. Donc, ça, c'est incroyable, hein. C'est vraiment pour, comme on parlait d'avant, des mini TX, micro ATX, tout ce qui est configuration très petite, 24 cœurs, c'est quand même incroyable.
Il tournera à 5,4 GHz en boost. Ouais, franchement, ça, c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien, quoi. Ouais, franchement, ça, il suffit juste de trouver une petite carte graphique, genre une petite 4070 par exemple, pas trop grande, qui prend pas trop de place, et voir la 4060 comme on a vu avant en passif, et puis vous mettez ça avec un petit riser, et puis franchement, le boîtier, vous le créez vous-même avec une imprimante, et vous avez quelque chose vraiment de très très compact, hein. C'est le genre de truc qui pourrait avoir la taille, voire plus petit qu'une PlayStation 5 Slim là. Et franchement, ça peut être sympa. Un petit boîtier noir, classe sobre, vous le rangez dans un petit meuble. Bon, vous laissez une aération bien sûr, mais ni vu ni connu. Vous avez un gros PC là avec 24 cœurs, c'est énorme. Ouais, incroyable. Bon, bah écoutez, on passe à la dernière news. Et là, on a le dernier pilote AMD qui réduit drastiquement les consos en IDLE. Ok, donc en général, ça c'était sur les hautes fréquences. Euh, alors, tant mieux parce que du coup, on passe de 17. Non, ah oui, ok, c'est le pilote 23.11.1. On était à 17 watts et là, ça a été réduit à 8 watts. Alors là, c'est bizarre, il n'y a pas de différence sur la XTX. Là, du coup, bah, ça consomme plus qu'avant, on va comprendre. Et sur la 800 XT, la 7800 XT, la 7700 XT, il y a un grand changement ainsi que sur la 7600. Donc, ils ont encore du mal avec les plus puissantes. Par contre, sur les séries 6000, j'ai pas vu de différence, hein. Avec leur pilote, là, c'est vraiment que pour les 7000. Je pense qu'ils n'ont jamais réussi à résoudre le problème sur les 6000. Et on voit qu'ils ont encore du mal avec les cartes puissantes. Donc, celle-ci, ça se peut qu'ils n'arriveront jamais à le gérer non plus jusqu'à la prochaine gain où ils y arriveront avec la nouvelle gain. Mais clairement, encore actuellement, sur les 6000, en tout cas les plus puissantes, comme exactement comme là, il n'y a pas eu d'amélioration. Donc voilà, faudra encore attendre des prochaines générations pour qu'ils arrivent un peu mieux à gérer ça. Voilà, voilà. Bah écoutez, on arrive à la fin de ce Tech Actu. J'espère que ça vous a plu. Et, et puis bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis un nouveau sujet. Et bah surtout prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.